Est-ce qu'on est live? Ah, merci. C'est vrai? Nice! Ça va tout le monde? C'est le meilleur début d'émission possible. Ça va, Mélo? On était live depuis longtemps ou pas? Parce que j'ai dit de la merde juste avant, hein. Non? Ah, ça va. Ok. Ça passe. Bon, ben, c'est vendredi. Comment ça va, Mélo? Good. Good. Yeah. T'as passé une bonne semaine? Oui. C'était occupé, mais c'était bien. Ouais, mes cours sont intéressants, donc c'est nice. Oh, nice. Ouais. Cool. Ouais. Cool! Et toi? Oui. C'était une semaine un peu de l'apocalypse qui, en fait, s'est déroulée vraiment parfaitement. Tout... On est passé à travers tout comme il fallait, donc c'était bien. Plein de choses à faire. Voilà. Avant de commencer, je vais le dire tout de suite comme ça c'est fait. On a un Patreon si jamais vous voulez nous envoyer un petit peu d'argent. Cet argent est utilisé entre autres pour payer Olga, notre journaliste basée à Yaoundé en Afrique. Et puis donc pour qu'on ait les nouvelles de l'Afrique, ce qui est important parce qu'on va avoir cette perspective-là aussi. Et c'est une professionnelle. Yeah. Donc c'est pour ça que c'est de la qualité. Puis on a aussi, donc on est sur Twitch. Si tu as un abonnement Prime, tu peux nous sponsoriser et ça te coûte rien parce que ça prend de l'argent de Jeff Bezos. Nice. Ça nous donne un petit peu à nous. Tu fais ça vraiment bien, Mélo. Voilà. Donc je le mentionne au début comme ça on n'a plus besoin d'en parler. C'est fait. Bam. Parfait. There you go. Parfait. Du coup, bienvenue à tous. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Il nous reste du coup cette émission. Une émission le 23 avec un setup un peu différent qu'on va faire qui sera comme notre finale. Notre finale. Épique. C'est notre bataille finale. There you go. Et il y aura Gandalf et tout. Enfin, tu vois, exactement. genre un truc un peu. Voilà. Je sais pas qui est la ref, mais. Non, ça commence à se faire vieux un peu ce truc-là. J'ai vu des images. Enfin. Ah non, je pense que pour les dudes, comme c'est encore vraiment. C'est vraiment pour les mecs. Comme il y a vraiment. Lord of the Rings? Oui. Oh mon dieu, oui. Ok, on demandera à elle. Je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas pourquoi, mais genre, si tu parles de comme une lecture ou un film émotionnel pour les hommes, c'est vraiment Lord of the Rings. Ah bon? Puis, ou du Tolkien. Genre, il y a des mecs comme des mecs, qui sont comme pas émotionnels du tout. Et là, ils me parlent de ça. Ils sont comme, ce passage-là, dans ce livre-là de Tolkien, ça m'a vraiment touché. C'était tellement beau. Puis je suis comme, what? Genre, tu lis. Oh, ok. Deux, t'as des émotions. Je trouve ça vraiment intéressant. Ok. C'est tout. Je trouve ça fascinant. Non, mais oui, il y a évidemment des femmes qui enjoy ça. Oui, mais... non, mais bien sûr. Mais voilà. Je savais pas si c'était une tu vois, si. Ouais, si, c'est de la pop culture, tu vois, tout le monde connaît, mais voilà. Bon, bref. Au sommet de l'émission, on a quand même pas mal de choses. Comme d'habitude, première partie, on va passer en revue l'actualité internationale, francophone et climatique, parce que surprise, hein, mais le climat va toucher la francophonie et des fois un peu plus la francophonie que d'autres groupes linguistiques, dirons-nous, tu vois, donc ça va être intéressant d'aller regarder ça. Deuxième partie d'émission, on recevra elle, qui est la nouvelle présidente du conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse. Ça va être nice. Ouais. Vraiment. Elle est dans la pièce, je sais qu'elle stresse peut-être un petit peu, mais pas du tout en plus, non. C'est pas vrai. En plus, elle est arrivée, elle a dit en fait je suis arrivé un petit peu à l'avance donc je vais enjoy et je vais refaire mon CV puis je vais travailler sur un. Je dis ok, bon tu sais, il y a des manières de pas être stressé. C'est une businesswoman. Non mais déjà tu vois, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Enfin si on aime le business, après ça c'est un autre délire. Vas-y, on part direct. On ira retrouver aussi Olga tout à l'heure en Afrique. On parlera du Sénégal, on parlera du Soudan et de la Guinée équatoriale. Alors retour sur l'actu. Yes. C'est pas nécessairement positif, usually, anyway. Ah, et on a des bonnes news aussi cette semaine. Oui, on a actually comme des choses cool. Des vraies bonnes news. Ouais. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que... Donc, en gros, les scientifiques ont avancé, ils ont recalculé leur data et ils disent qu'il n'y aura plus de glace dans la mer Arctique dans pas longtemps. Donc, 2040-2050. En fait, 10 ans avant ce qu'ils avaient prévu. Exact. C'est-à-dire qu'on se réchauffe... Qui déjà été glauque. Yeah. Donc, tu sais, mais ouais. Ça veut dire évidemment monter des eaux. Ça veut dire qu'il y a certains écosystèmes qui disparaissent. Yeah. Mais aussi que ça veut dire que le passage économique entre le Canada et la Russie s'ouvre. Yeah. Qu'il y a des richesses là. Et que, ça veut dire que ça va être une nouvelle guerre, entre guillemets. Là. Je pense pas que ça va être une guerre comme on entend, mais ça va être c'est déjà une bataille économique. Oui. Ça va continuer. Et à la place de dire, hey, peut-être que c'est pas great, qu'il y a du carbone qui est en train de rentrer encore plus dans l'atmosphère avec la glace qu'ils font, que
tout ça se passe, que le réchauffement at large avec plein de gens. Oh non, cool, il y a un nouveau passage économique. En fait, j'ai relu pas mal ces datas et ce qu'ils décrivent, c'est que c'est calculé sur le mois de septembre où en fait la glace est la plus fine possible. C'est-à-dire qu'après elle disparaît la glace. C'est-à-dire que pendant l'été il y a plus de glace en Arctique depuis un petit bout là. Et en gros, à partir de j'ai même vu des chiffres genre 2030, elle pourrait ne plus se reconstituer, tu vois. T'imagines ? Et ce qui était marrant, c'est que au cours des années 2000, quand j'étais encore plus jeune et que je regardais vraiment des questions d'intelligence économique et tout, tu vois, je me souviens d'une dépêche de la marine marchande chinoise qui annonçait, en fait, même l'hiver, le passage du Nord va être ouvert. Du coup, elle demandait à tous ses navires d'emprunter le passage du Nord plutôt que de passer par le canal de Suez, tu vois, pour rejoindre la partie, les grands ports, tu vois, genre Rotterdam, etc. etc. Et ça faisait flipper parce que ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une déconnexion entre les intérêts économiques et le climat. Et ça apparaissait vraiment, tu vois, genre une des conséquences du changement climatique, c'était ce passage par l'Arctique. Et visiblement, c'était positif, tu vois. Oui, c'est ça. C'est great, une nouvelle route. Et du coup, ça leur permettait d'économiser. Et en plus, c'était marrant parce que c'était un moment c'est toujours un moment de guerre économique entre la Chine et les autres producteurs, tu vois, pas mal. Pour la Chine, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire réduire ses exportations, le prix de ses exportations, de 30%. Parce que le passage était beaucoup plus court. Donc, un pays qui était en pleine croissance, il y avait une croissance, je sais plus, c'était 15 ou 16% à l'époque, tu vois, donc énorme. Et en plus, qui va réduire ses coûts d'exportation. Ouais. Et ils ont défoncé tout le monde, tu vois, à ce moment-là. Donc, c'était compliqué, tu vois, d'être plus compétitif dans ton pays. Et les Occidentaux, ils ont dit quoi ? Les Occidentaux, ils ont dit, on a la solution, il suffit de baisser les salaires des salariés chez nous, tu vois. What ? Neat. Que de la joie. J'ai pas compris, là. Mais bon, voilà, qu'importe. Donc, nouvelle importante. Les enfants qui naîtront dans 5-6 ans ne connaîtront peut-être jamais, du coup, des glaces dans la partie arctique. Yep. T'es contente ? Non. Moi non plus. That sucks. Est-ce que tu as vu cette deuxième news ? C'est... Irving. Oui. Ah, Irving, faut mettre un peu de contexte. Ouais. Qui est Irving, Mélo ? Attends, qu'est-ce que Kevin Arsenault avait dit? C'est la monarchie officieuse du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une famille et non seulement un individu. Ça commence avec un individu. C'est les Irving. C'est vraiment une gigantesque fortune accumulée avec des différents business, mais majoritairement avec du pétrole, mais sinon avec du bois, donc autant des produits papier que des produits de bois. Coupés, construction, exactement. Donc, ça veut dire coupe à blanc, suivi de monoculture, suivi de contrôle de vraiment beaucoup des terres au Nouveau-Brunswick. Ils ont leur propre compagnie de transport pour déplacer leurs trucs, etc. Ils gèrent près de 800 pompes à pétrole, tu vois, et ils ont la plus grosse raffinerie. Ils ont la plus grosse raffinerie de pétrole du Canada d'ailleurs, qui est basée à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, pour vous situer là, tous les gens à l'international, c'est maintenant vous commencez à voir la carte du Québec parce que tout y crame là-bas, donc vous savez à peu près où c'est le Québec. Voilà. C'est au nord du Maine, vraiment dans la ligne droite de à peu près New York, en fait, en ligne droite, là. Et bien, plus à l'est de ça, il y a 4 provinces encore au Canada. Et la première, la province voisine du Québec, c'est le Nouveau-Brunswick. Oui. Et c'est là où il y a Irving, qui est un peu... J'ai vu c'est le plus gros employeur du Nouveau-Brunswick, avec seulement 8000 salariés. Donc, c'est pas énorme non plus, tu vois. Mais c'est la première puissance économique du Nouveau-Brunswick. Ils possédaient, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, la plupart des gros médias. Ils possèdent énormément de choses. C'est vraiment... et en plus, ils ont trempé dans ces affaires de fraude fiscale et d'évasion fiscale ignoble. C'est énorme. Énorme. Et c'est connu depuis très longtemps. Là, on en a parlé avec Kevin Arsenault quand on l'a reçu. Mais... il y a des histoires de choses comme ça depuis des décennies, mais c'est des gens qui font de l'emploi. Et puis ils sont impressionnants, ils arrivent à atteindre des titres et des je sais pas quoi, et c'est vraiment la même idée qu'une monarchie où tu les regardes et tu dis ils ont réussi eux, pendant que genre c'est à cause d'eux autres qu'il y a plein de gens qui
Qui ont des jobs de merde. Soit des jobs de merde ou pas de job, parce que si tu travailles pas pour eux, ben tu trouves rien. Et si t'as pas la capacité physique de travailler, par exemple, dans une raffinerie, ben too bad for you. Donc c'est... Yeah. Non. Yep. Donc voilà. Yep. Et l'actualité autour de Irving qui est intéressante, c'est qu'il y a un plan stratégique qui est en cours. Alors, non, il y a eu une note stratégique émise de la part de Irving, rendue publique, un communiqué. Irving, qui est du coup cette grosse, énorme compagnie pétrolière du Canada, quand même, et du Nouveau-Brunswick, elle est en train de réfléchir et d'émettre des possibilités sur la cession d'une partie de son activité, c'est-à-dire vendre une part de l'entreprise. Quelle branche de l'entreprise, on ne sait pas encore, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, vous le sentez, si vous avez une voiture, vous payez énormément plus cher, où que vous soyez autour du monde pour votre essence ou votre gasoil maintenant. Et donc, ça a interrogé pas mal les journalistes de se dire... Pourquoi ils sortent ça maintenant alors qu'ils ont fait des profits records l'an dernier? Est-ce qu'ils sont en train vraiment de préparer la sortie du pétrole, tu vois? Et la réflexion que je me suis faite, c'est que un entrepreneur, dans la définition qu'on s'en fait, c'est quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat, qui développe son entreprise, qui aime son entreprise et qui se dit « mon entreprise a un intérêt pour la société ». Et là, tu te dis « mais en fait, ces gens... » Ils sont en train de reconnaître leur aveu de faiblesse, peut-être sur le pétrole. Je spécule, hein, mais c'est sûrement ça, tu vois. Ils sont en train de reconnaître leur aveu de faiblesse et ils aiment tellement pas leur entreprise. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de garder des marges de bénéfices. C'est pas continuer à dire, j'ai une entreprise et je fais évoluer mon entreprise pour la changer et pour changer le monde. C'est-à-dire que les Irving, sont pas amoureux de l'entrepreneuriat. C'est pas des entrepreneurs. C'est plus des rentiers qui veulent faire un max de profit avec leur truc. Du coup, il y a ce côté un peu moral de l'entrepreneur où l'homme, où la personne aime son entreprise et veut la développer. Et en fait, c'est pas vrai. Il veut juste de l'argent. Du coup, ça expose quand même pas mal notre système économique un peu dégueulasse, tu vois, où même les gens qui pourraient sortir des écoles de commerce, qui vont s'appeler entrepreneurs, sont-ils entrepreneurs parce qu'ils aiment leur entreprise ou sont-ils entrepreneurs pour faire de l'argent? Et pour moi, c'est vraiment une question fondamentale dans un monde où on s'approche de plus on produit de richesse, plus ça veut dire de ressources gaspillées, etc., etc. Du coup, ça me pose vraiment une vraie question morale derrière ça. Le fait de dire, le bateau prend l'eau, je vends la partie du bateau qui prend l'eau, plutôt que d'être un entrepreneur qui a confiance en son entreprise, tu vois, et de rectifier la barque. Parce que, imaginons, ils vendent la branche pétrole. Ils la vendent à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est pas bon pour moi, mais ce sera peut-être bon pour quelqu'un d'autre. Plutôt que de dire, si c'est pas bon, je démantèle le business du pétrole au Nouveau-Brunswick. Moi, ce que je me dis, c'est oui, mais Irving est vraiment connu pour avoir 150 différents sous-entreprises, etc. Donc, moi, je me demande franchement s'ils ne revendent pas leur propre truc à une compagnie, en fait, que d'une façon ou d'une autre est à eux. Et ensuite, ils vont bénéficier d'argent du gouvernement pour créer de l'énergie verte ou un truc comme ça. Parce qu'ils ont fait ça pendant COVID. C'est une des compagnies donc, qui fait le plus d'argent. Et ils ont reçu de l'aide pour aider avec la paye des travailleurs. Parce qu'il y avait donc des aides au niveau des entreprises, ce qui est très bien. Et c'est grâce à ça, entre autres, que je sais que j'ai gardé ma job pendant COVID. Yay! Mais pour les petits l'endroit où moi je travaille, c'est pas un endroit qui fait des milliards de profits. I'm just saying, right? J'ai pas compris ça. Que tu finances les petits business et les petites entreprises qui risquent de se péter la gueule avec la COVID, faire. Et même là, il y en avait où ça valait pas la peine de passer à travers tout ce paperwork pour ça. Mais entre-temps, t'as une des compagnies qui fait le plus d'argent. Peu importe qu'est-ce que c'est le produit qu'ils font, juste le plus d'argent. Hein. Et là, qu'ils vont aller puiser là-dedans pendant que des gens qui peuvent pas payer leur loyer et qui perdent leur maison. Comme... Wow. C'est ça aussi. Je comprends. Côté, t'es noble de choisir de faire les choses parce que c'est la bonne chose à faire. I don't know. Non, je suis carrément d'accord. Puis en plus, l'avantage d'être une grosse entreprise, c'est qu'aussi, tu as beaucoup de ressources en interne. C'est-à-dire qu'il y a du paperwork à faire, il faut faire des demandes de financement, tu as un service pour ça. Quand tu es un petit business, tu es un magasin, faire une demande de financement pour être soutenu par l'État, ça te prend... Et il n'y a que toi dans le magasin. Tu as peut-être 2 employés que tu as envie de garder et permettre à tout le monde de survivre. Là.
bah, ça va te prendre un temps incroyable. Alors qu'une grosse entreprise va aller puiser alors qu'elle fait des bénéfices. Une entreprise qui ferait pas de bénéfices, qui serait en déficit, qui serait en danger. Bon, ben, effectivement, tu la rends floue. C'est différent. Ouais. T'accompagnes, voilà. Là, c'est du matériel de construction. C'est de la construction de bateaux qui a peut-être ralenti pendant COVID, mais a pu continuer en partie. C'est du pétrole. Bon, on en a moins vendu pendant COVID. Fair enough, personne ne pouvait aller nulle part. Mais... Ils sont bien rattrapés. Écoute, les profits avant et après, ils vont être OK. Et sinon, il y a quoi? Du papier de toilette. Il y a une chose qui a été super vendue pendant COVID, c'était du papier de toilette. Ils vendent des produits où ils n'ont aucun problème à survivre avec ce qu'ils ont vendu. So, non. Juste non. On avance. Je me souviens plus ce que c'est. Oui. Oui. Alors, on va localiser les choses. Tu connais Obélix? Oui. Obélix est vendeur de menhirs. C'est son métier dans la bande dessinée. Et c'est quoi un menhir? Alors, un menhir, c'est... Alors, en plus, la définition va être importante parce qu'il y a eu des développements dans cette affaire. On est en France, OK? On est dans la partie... comment je pourrais dire ça? Parce que des menhirs, il y en a un peu partout, en fait. Il n'y en a pas qu'en France, tu vois. On en retrouve un petit peu partout. Ouais. Qu'est-ce que c'est un menhir? C'est une pierre dressée par les humains il y a des milliers d'années. En gros, c'est ça. Il y a des représentations. Souvent, il y a des alignements de menhirs qui se font dans l'axe du soleil, donc d'est en ouest. Il y a Stonehenge. Ça fait partie du même genre de famille. C'est pas la même époque et tout, mais en gros, si vous voyez une Stonehenge, voilà. Allez regarder à quoi ça ressemble des menhirs en France. C'est exactement là d'où vient Obélix. Son métier en tant que Gaulois, alors il y a un anachronisme. Voilà, il n'y avait pas de menhir, les Gaulois faisaient plus de menhirs, mais globalement... Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un alignement de 37 menhirs à Karnak. En plus, Karnak, quand tu dis Karnak, c'est the place of les vieux trucs. C'est genre... non mais si, Karnak, tu te dis pas, bon bah c'est, je sais pas, tu vois, c'est pas l'aéronautique quoi, de Karnak quoi. Puis même, c'est vraiment connu internationalement comme un endroit un peu mystérieux, comme il y a des alignements de menhirs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des rangées de géants roches qui ont été choisies? Tu sais, comme... Donc, c'est aussi une raison de tourisme. Donc, allô, business local, oui. Et donc, ces menhirs, il y en a des centaines et des centaines. Certains peuvent mesurer 6, 10 mètres. Donc, imaginez à l'époque, il y a 7000 ans, t'as les outils que t'as, puis t'arrives à aligner, à prendre une pierre et à t'arranger pour qu'elle soit droite. Aliens, man. Toi, je sais que tu regardes trop des trucs comme ça, mais... Je recommande fortement Ancient Aliens si jamais vous êtes déprimé. C'est la chose la plus stupide que vous allez écouter et c'est vraiment le fun. Bon, on retourne sur cette actu. Bref, donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un menhir. Oui. Globalement. Voilà. Et ben, il se trouve qu'à Karnak, une rangée de 37 menhirs a été détruite pour installer un magasin. Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage. Le fait que c'est ce nom-là en plus, c'est tellement stupide. Ça aurait été le roi Merlin, ça aurait été... Ça sonne mieux, tu sais, comme Monsieur Bricolage, ça sonne non. Ça sonne vraiment, j'ai fait du bricolage. Non, quoi, tu vois. J'ai vraiment bricolé, il y avait des pierres dans le jardin, je les ai déplacées, j'ai fait mon abri, tu vois. En gros, c'est ça. Et donc, l'histoire est un peu... Alors, elle est drôle, et en même temps... Non, c'est horrible, évidemment, au niveau du patrimoine humain et historique, mais... C'est tellement niaiseux que t'as l'impression que c'est un sketch dans Astérix Obélix. T'as l'impression que vraiment ce serait un truc là-dedans. C'est exactement ça. Et je me demande s'il n'y a pas déjà eu une histoire de menhir décalé pour construire autre chose, tu vois. Je sais que le domaine des dieux de Astérix Obélix, je pense que c'est sur la forêt, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire de menhir à un moment. Bref, qu'importe. Franchement... c'est une histoire intéressante parce que le maire de la commune n'était pas au courant qu'il y avait du coup un champ de menhirs qui était un petit peu surveillé par la DRAC. La DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. C'est en gros le ministère de la culture d'une petite région, chacune des petites départements français qui sont des micro-régions, quoi. En gros, tu vois. Genre, c'est comme si HRM... C'est un peu l'équivalent d'un département, tu vois. Et HRM, c'est la municipalité d'Halifax, tu vois, qui est vraiment grande. Ça pourrait être la taille d'un département. Dedans, il y a la direction des affaires régionales. Et en fait, je dis n'importe quoi parce que c'est la région, c'est pas le département. Qu'importe, on va pas se perdre dans les... Il y a un groupe qui était en train d'analyser cet endroit. Eux, ils regardent et eux ont fait une demande à l'UNESCO pour
protéger le site. Et ce site spécifique faisait partie de la demande, tu vois. Et le maire n'était pas au courant que ce terrain-là, qui est dans une zone industrielle... parce que, tu sais, quand tu es entouré de milliers de menhirs, là, il y en a partout. Tu sais, il y en a dans la zone industrielle, il y en a un peu partout. Ouais. Et là, c'est juste qu'il y a des ouvriers de construction qui ont fait leur job, quoi, parce que le maire avait délivré le permis de construire. Et donc, voilà. Alors... Ça, c'est le truc initial. C'est suffisamment what the fuck pour qu'on vous en parle. Oui. Ce qui a été intéressant, c'est que beaucoup de monde est monté au créneau sur cette histoire. Et étrangement, c'est là où la droite s'est retrouvée un peu piégée. Parce que tu as le côté pro-business qui dit « Oui, mais il faut développer les surfaces commerciales. Et de l'autre côté, le côté... Oui, mais il faut sauvegarder notre patrimoine et nos racines gallo-romaines ou je sais pas quoi. En plus, là, tu parles vraiment des racines. Genre, la nos pierre, ancêtres, c'est pas comme il y a 100 ans, là, c'est il y a 7000 ans, donc c'est encore plus, ça. Exactement. La droite profonde qui trouve que c'est vraiment important de ressentir ça. Et ça elle s'est retrouvée un peu piégée, du coup, elle savait pas réagir. Donc, les fachos, eux, les fachos, il y en a une partie qui est pas pro-business. Eux, globalement, on dit... c'est la conservation de tout... Mais en gros, ce qui était intéressant, c'est plutôt le méli-mélo autour de ce terrain. Et après, maintenant, j'ai un peu plongé et j'ai regardé un petit peu ce qu'avait produit l'archéologue amateur qui a révélé l'affaire. Où en fait, quand tu regardes la photo de ce que c'était, effectivement, il y a une des rangées qui date pas de 7000 ans, mais en fait, c'est des pierres d'il y a 7000 ans qui ont été posées, mais elles ont été reprises pour faire un mur. Et derrière, tu as la vraie rangée qui est placée, mais c'est des menhirs de 80 à 1 mètre. 80 cm à 1 mètre. Et en fait, ça a été vraiment interprété comme étant, c'est un petit muret de pierre, on sait pas de quand ça date, blablabla, tu vois. Donc en fait, c'était marrant de voir ce truc-là. Donc, je dis pas que c'est faire, parce que pour moi, les permis de construire doivent être vraiment strictement définis, protégés, etc. Et surtout, une chose importante, c'est que y a une politique actuellement en France qui est contre l'artificialisation des sols. En gros... Dès qu'il y a un projet de mettre du béton quelque part, on vérifie si ça ne va pas endommager, etc., etc. Donc, en gros, on essaie d'économiser l'impact de l'humain sur la nature, la campagne, etc. Et là, tu te dis, on est dans un projet de non-artificialisation des sols et on se retrouve à avoir un parking avec un monsieur bricolage. C'est ça, genre, tu sais, si c'était un hôpital, ça n'aurait pas la même réaction, je pense, que si c'était un monsieur bricolage. Right? Pas qu'ils vendent pas des bons produits, j'en ai aucune idée. Ils sont peut-être fine, mais c'est peut-être moins crucial. Et alors, le truc marrant, c'est qu'en plus, la rangée de menhirs, là où elle était, elle se retrouve derrière le magasin, même pas dans le magasin ni sur le parking. C'est-à-dire qu'elle aurait pu en plus être conservée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu de la marde à un endroit là dans ce processus. Il fallait en parler parce que c'est intéressant de... Ou ça aurait pu être utilisé comme une raison de... Non, mais tu sais, de la promo, genre, il y a eu... non, mais monsieur bricolage, exactement. Mais, comment? En plus, ça serait le genre d'endroit que je visiterais parce que c'est tellement absurde. T'imagines, tu vas au monsieur bricolage et t'as les ancêtres de monsieur bricolage qui étaient là et qui ont fait leur rangée de menhirs. Ça, il n'y avait pas meilleure manière de faire de la pub ou de la com. J'ai déjà visité des monsieur bricolage? Oui, j'adore. Mais tu sais, des endroits comme dans des villes comme des vieilles villes italiennes, j'ai vu ça plusieurs fois, où ils découvrent quelque chose de romain en dessous. Mais bon, ça vaut pas nécessairement de tout aller chercher parce que bon, c'est des ruines. Ils en ont partout, en plus. C'est ça, c'est intéressant jusqu'à un certain point. Mais ils vont mettre une genre de vitrine sur le plancher. Alors tu te promènes, je sais pas, t'achètes des chips et là tu regardes en bas et t'es comme « Oh, cool! » Tu sais, un truc archéologique. Donc, ils auraient pu faire ça. Exactement. Tu peux acheter ton stuff de Monsieur Bricolage et voir un menhir. Cool! À Carnac. There you go. Ça aurait été nice. Bref, occasion manquée. Voilà. Notre technicien nous dit qu'il faut avancer là. On est vraiment lent, mais c'était important de le dire. Bon, ok, on retourne au Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé? Tu as entendu? Donc, il y a une loi qui a été révisée même, je crois, 5 ans, au moins, en tout cas, plusieurs années avant qu'elle ait besoin d'être révisée, ou qu'elle suscite une raison d'être révisée, qui protégeait les jeunes à l'école que si ils disent qu'ils ont un pronom ou un nom préféré, donc que potentiellement à la maison c'est pas safe d'être trans, ben peut-être qu'au moins pendant que tu es à l'école, tu peux vivre cette partie de ton identité. Exactement.
Et là, ben, c'est avec tout ce qui se passe avec tout ce qui est relié aux personnes trans. Oh non, danger, c'est pas correct. Les parents savent pas, c'est inacceptable. Et t'as envie de dire, ben oui, mais si le parent le sait pas, c'est peut-être parce que... Son kid, il se sent pas de le dire encore, tu vois. T'sais. Donc, il y a eu plein de manifestations très positives au niveau de pourquoi c'est important de garder ça, etc. Ben, ça a été enlevé parce que... Et l'argument, j'ai beaucoup aimé l'argument du gouvernement était de dire, si un enfant est dans cette situation, il faut monter un plan d'action pour préparer le changement, blablabla. Non, mais stop. Et il y a maintenant des ressources, comme à la place de toute façon donner une ressource qui aurait été cool en général, donc, pardon. En gros, ça a été enlevé. Donc, tu ne peux plus demander à ton enseignant d'utiliser un différent pronom, etc. Tu n'as juste pas le droit. Mais il y a des ressources à l'intérieur de l'école qui pourraient aider l'enfant à préparer ce qu'il va dire à ses parents pour qu'eux sachent qu'est-ce que c'est le pronom qu'ils préfèrent, pour qu'ensuite, ça puisse être demandé à l'école. Non, mais quelle perte de temps! Mais la ressource est importante. La ressource est great. Mais la ressource mais fait que le gamin, il puisse dire ce qu'il veut, tu vois. Puis en plus, genre, tout le back and forth, mais comme ça perd du temps. Tout le monde? Like, it's awful. Awful. Comme, juste terrible. On avance? Il se passe quoi au Québec, Mélo? Moi, j'ai vu que les Américains étaient pas contents du Canada. Yeah, sorry, guys. I guess, not sorry. Donc, il y a des feux partout au Canada. C'est dans les nouvelles depuis un petit moment. Je retire ce que j'ai dit il y a quelques semaines en disant que des feux en Alberta, ça arrivait et puis qu'à suivre, comment est-ce que ça évolue. Ben, guys, ça évolue. Puis j'avais vraiment freaking tort de dire que ça allait pas s'empirer. Je m'excuse. It is what it is. Mais c'est quand même naturel d'avoir un feu de forêt de temps en temps, juste pas au point où on en est clairement. Non. Mais donc, en ce moment, il y a des feux partout. Il y en a énormément au Québec et en Ontario. Puis, ce qui est en train d'arriver, c'est que toute la fumée de ces feux est en train de se faire pousser et fait un genre de C et passe au-dessus de, entre autres, New York et New York City. Alors, tu as beaucoup de photos de la ville de New York qui est orange, qui a l'air vraiment post-apocalyptique. On a l'impression que c'est un film américain qui décrit le Mexique. C'est à chaque fois. C'est ça le filtre, là, comme maintenant on est au Mexique, ils se sont mis le filtre Mexique sur la ville de New York. Regarde, t'as même pas besoin de voyager pour vivre du racisme. Amazing! Bravo! OK. Mais donc, c'est ça qui est en train de se passer. Et cette fumée est évidemment extrêmement dangereuse parce qu'il y a des, entre autres, microparticules du feu qui peuvent faire des mini-lésions dans les poumons. C'est super, super dangereux et toutes les personnes qui auraient de l'asthme ou quoi que ce soit, elles sont en train de vivre un moment vraiment pas cool. Mais pour donner des chiffres, donc, la taille des feux au Canada en ce moment, ça atteint 2,7 millions d'hectares depuis le début de l'année. Ce que ça représente, c'est 27 000 km². Qu'est-ce que ça représente? C'est 8 fois plus que la moyenne des feux des 30 dernières années. Donc, ça veut dire que c'est la pire saison, en plus précoce, parce qu'on est seulement début juin, depuis au moins 1990. Et que, donc, entre le 1er et le 18 mai, il y a eu un record de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et c'est 2,5 millions de tonnes. 20,5 millions de tonnes. Ce que 20,5 millions de tonnes de CO2 représentent dans l'atmosphère, c'est la pollution du Canada, et le Canada pollue énormément, en quelques jours pour une année entière. Donc, en gros, en 6 mois, on a pollué x2. De ce qu'on ferait annuellement. C'est terrifiant. Et ça continue. La majorité des feux sont quand même en Alberta. Mais ouais. Ça... C'est chaud. Littéralement. Alors, pour expliquer comment ça marche un arbre, c'est intéressant de le rappeler. Yep. Pourquoi les arbres sont nos amis? Avant tout, parce que c'est une stabilisation du carbone. Oui. Les arbres, comment ils se constituent, c'est que quand ils grandissent, ils vont pomper du carbone dans l'air et ils en font leur bois. Le bois, c'est du carbone, globalement, quoi. Et donc, ça veut dire que un arbre qui passe de l'état solide à l'état gazeux,
parce qu'il s'est fait cramer, ben, ça veut dire que tout le carbone qui était enfermé dans lui repart dans l'atmosphère. Et donc, ça veut dire qu'il faudra de nouveaux arbres pour recapturer le carbone et le rendre à l'état stable. Donc, toi, tu l'as dit, des feux de forêt, il y en a toujours eu. Il y a des brûlis, c'est des techniques d'agriculture à d'autres endroits maîtrisés, etc. Là, on atteint des quantités qui sont vraiment dramatiques. À un moment, en plus, où on devrait plutôt lutter même pour contraindre la nature à ce qu'il n'y ait même pas de feux de forêt du tout. Ce serait vraiment le moment à ce qu'on contraigne la nature. Malheureusement, comme on l'a vu en Nouvelle-Écosse il y a 2 semaines, là, l'hiver qui a été très sec, ça n'a pas été très sec qu'en Nouvelle-Écosse, ça a été très sec un peu partout, là, et ça ne va pas s'améliorer avec El Niño, qui remonte, le nouveau courant marin, l'ancien nouveau courant marin qui va revenir sur la côte Pacifique, et qui va nous ramener encore plus d'air chaud. Franchement, j'ai absolument aucune idée de ce que va donner l'été en Colombie-Britannique, en Alberta. Même en Alaska, ça se pourrait qu'on ait un max de... Tu vois, ça va vraiment être chaud. Et ça accélère encore plus le changement climatique. Et c'est ça, c'est là où on voit l'effet de ce que c'est des carbon sinks, donc des lieux d'absorption de carbone. Donc c'est... Des puits à carbone, je pense même qu'on dit. Ouais. Ça sonne mieux. Ça sonne beaucoup mieux. Mais j'en ai parlé, je ne sais plus si c'était en décembre ou en janvier, le fait que la forêt amazonienne, il y a certaines parties qui émettent plus de carbone que ça en absorbe. Et la raison, c'est exactement ça. C'est parce que ça brûle. Et donc, à la place d'absorber du carbone, parce que c'est comme une éponge qui prend tout ça et qui nous redonne l'oxygène qui donne la vie, ce qui est nice et qu'on apprécie. Merci, nature. Merci. Ben là, on se retrouve avec des émissions de CO2 qui s'amplifient. Et c'est pas uniquement dans la forêt amazonienne, mais c'est un peu une image qu'on a de qu'est-ce que c'est la nature et qu'est-ce que c'est le poumon. Voilà. Le poumon. De la terre. Non, mais carrément. Mais ouais. Et ça nous a permis une belle chose. Look. On aurait pu mettre... Il y avait 2 mimes que je trouvais nice. Ben bon, bref, je te laisse parler. C'est ton bonhomme préféré au Canada. Of course. Je l'adore. Je pense à lui tous les jours. Non. Donc, Maxime Bernier, le leader du Parti populaire du Canada, je ne sais plus dans quel contexte j'en ai parlé l'année passée. La semaine passée. C'est un facho. Oui, ça fait 1 an qu'on parle de lui de toute façon. Mais donc... Lui, il va faire la promotion d'à peu près toutes les conspirations absurdes possibles pour attraper toutes les personnes potentielles qui pourraient voter pour lui. Et s'il y a une personne qui le dit, tu te sens plus représenté parce que tu dis, il y a quelqu'un d'officiel qui va dire le truc fou. Avec un beau costume, avec une belle cravate. Ouais. Donc, par rapport au feu, sa quote, c'est le tweet qu'il a partagé, c'est « Je gage qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changement climatique. » So, first of all, les Verts, le Parti vert au Canada va vraiment mal. I'll be honest, la dernière chose qu'ils sont en train de gérer tout de suite, c'est des feux. Ils sont en train de probablement essayer de gérer, de se restructurer pour être fonctionnels. Deuxio, how stupid is this? Je sais pas. Honnêtement, j'ai tellement ri parce que je m'y attendais pas et j'ai juste vu ça passer. Je suis comme, non! Comme quoi? T'imagines genre des gens habillés comme en hippie qui vont dans la forêt, sont comme, ça va m'aider dans ma campagne. Chut, fous le truc en feu. Non! Comme, what the fuck? So, you know. Maxime Bernier. Écoute, c'est glauque, mais ça me fait rire parce que c'est tellement stupide. Et à ce point-ci, si je serais déprimée de chaque chose que Maxime Bernier dit, ça irait mal, OK? C'est vraiment un gros con, lui. Son Instagram est une des pires choses que vous allez jamais aller voir dans votre vie. Et lire les commentaires, c'est encore pire. So, OK, si vous voulez passer une mauvaise soirée, c'est ce que je vous recommande. Et si vous voulez aller bien, allez jamais dessus. There you go. Yeah. Voilà. J'appelle... Maxime Bernier. Ouais. T'es contente de le connaître? En plus, on a cru qu'il allait venir en Nouvelle-Écosse la semaine dernière. Shoot. Right, triste. T'es triste d'avoir loupé Maxime Bernier. Sûr. J'appelle Olga. Aïe. Allô, Olga? Allô? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va bien? Ça va vraiment bien. Est-ce qu'il fait chaud à Yaoundé? Actuellement, il faisait très froid le mois de mai jusqu'à présent.
Mais il n'a pas plu et le soleil donc n'est pas sorti. OK. Est-ce qu'on peut... toi et moi, on en a parlé un petit peu là, de ce qui se passait au Sénégal. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce qui se passe dans le pays? Alors au Sénégal, la capitale sénégalaise est devenue en fait l'épicentre d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Un nouveau manifestant a encore été tué, a été abattu par la police samedi à Dakar, portant à 16 déjà le nombre de personnes tuées depuis le début des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Alors que les deux camps donc se renvoient mutuellement la responsabilité des violences, le gouvernement a annoncé suspendre temporairement l'accès à Internet sur les téléphones en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs. Et par ailleurs, le gouvernement dénonce également des actes de vandalisme et de banditisme de manifestants soutenus par des forces occultes et des étrangers ayant pour but de déstabiliser le pays. Wow. Et qu'est-ce qui cause un petit peu... qu'est-ce qui se passe un peu sur le terrain là? Alors, les protestataires du Sénégal dénoncent en fait la condamnation à 2 ans de prison du principal opposant au pouvoir sénégalais, Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, le rendant ainsi inéligible. Donc, il a été accusé de viol et de menace de mort par une employée d'un salon de beauté qu'il fréquente. Et puis, il a été donc acquitté le 1er juin face à ces accusations. Donc, c'est cette condamnation, en fait, qui a révolté les protestataires sénégalais. OK. Intéressant. Et ensuite, tu avais une nouvelle du Soudan par rapport à un orphelinat? Tout à fait. Du côté du Soudan, il y a environ 300 enfants de l'orphelinat Al-Malkoma à Khartoum qui ont été transférés dans un endroit plus sûr dans le nord du Soudan. L'annonce a été faite mercredi par le porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Et il faut dire que cette évacuation intervient après la mort de 70 enfants pensionnaires de l'orphelinat. Les enfants ont donc été évacués et sont désormais en sécurité et ils peuvent aussi recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin, car il faut également préciser que à Khartoum, seuls 20% des hôpitaux fonctionnent correctement et que tous spéciaux ne peuvent pas bénéficier donc des soins pour les enfants. Wow! Et de quoi sont morts les enfants? Les 70 enfants sont donc décédés de faim et de maladie ces 2 derniers mois, alors que la capitale soudanaise est aussi déchirée par les affrontements entre l'armée et les paramilitaires. Voilà donc une situation de plus qui s'est ajoutée au Soudan. Et on finit avec la Guinée équatoriale, avec plutôt une bonne nouvelle, avec la fin d'une épidémie. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté de la Guinée équatoriale qui marque donc la fin de la psychose par des populations avec la fin de l'épidémie du virus de Marburg, dont l'Organisation mondiale de la santé a donc déclaré le jeudi 8 juin 2023 la fin de l'épidémie. Et il faut dire qu'aucun cas de pathologie n'a été enregistré au cours des 42 derniers jours. Rappelons que la maladie a sévi pendant 4 mois dans le pays et a fait 35 décès confirmés. 4 des 8 provinces de cet État ont été touchées, dont le district de Bata, la capitale économique et 2 villes du pays. Et précisons également que l'épidémie a été déclarée le 13 février et c'est la première de ce type en Guinée équatoriale. Sa fin intervient donc après celle annoncée en Tanzanie le 2 juin. Wow. Et est-ce qu'il existe un traitement contre ce virus ? Il n'existe malheureusement aucun traitement contre ce virus ni de vaccin approuvé pour combattre ce virus. Cependant, il y a des soins de soutien, la réhydratation par voie orale ou intraveineuse et le traitement des symptômes spécifiques qui augmentent quand même les chances de suivi. Wow. Okay.
Intéressant. Oui. Merci beaucoup, Olga. Merci beaucoup à vous. Est-ce que tu as prévu de faire quelque chose ce week-end? Bon, ce week-end, généralement, je ne prévois pas grand-chose parce que j'ai pas un week-end assez libre. Comme je vais travailler, je fais le journal le week-end à 20h. Donc, je profite, je reste en famille vu que toute la semaine, je travaille. Donc, le week-end, généralement, je passe en famille. Ok. Cool. Demain, à quelle heure est le journal? Et est-ce que les gens qui souhaiteraient te voir, est-ce qu'on peut trouver le journal sur Internet? Tout à fait. Alors, demain, le journal, il est à 20h précise. Et sur Internet, notamment sur la plateforme Facebook, on peut trouver le journal en direct en tapant simplement la page Info TV Cameroun. Donc, le journal sera en direct à partir de 20h. Cool. Nice, super. Eh ben, on va regarder. Ouais. Ça va être cool. D'accord. Merci beaucoup, Olga. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye. Bye. Bye bye. Nice. Cool. Yeah. Vraiment cool. J'ai vu un œil bizarre de notre technicien au moment où j'ai mis le Soudan. T'as pointé avec Chad. C'est le chat, ça? Oui, c'est pas le Soudan. Mais je suis vraiment pas bon. Attends, Ouais, c'est... I don't know. j'étais persuadé que c'était là. Chers auditeurs, je suis vraiment désolé. J'ai l'impression que c'est le Soudan. Pour ceux qui écoutent en podcast, donc il y a une carte de l'Afrique avec un petit spot sur l'endroit dont on parle. Et ben là, apparemment que c'est pas le Je l'ai bon pas mis au bon endroit. endroit. Ah. Je m'excuse, les amis. Effectivement, c'est sur la partie... je sais pas si vous verrez mon doigt, les amis. Non. Vous le verrez pas. Je dois pouvoir présenter, tiens. En fait, c'est là. Nice. C'est plutôt ici, le Soudan. Voilà. On essaie de faire ça bien, quand même. Quand même. Quand même, hein. Merci aux techniciens. Merci, Bob. Merci, Bob. Je vais vous Alright. parler... On change radicalement de Ouais, sujet. bon, on change radicalement de sujet. Je vais vous parler de... Aujourd'hui, il y avait suffisamment de news, des trucs, voilà, les menhirs, Maxime Bernier, Yeah. tout ça. Puis Je les me dernières 2 semaines, on a été vraiment comme dark là avec nos nouvelles. Ouais, donc, bah en fait, je sais pas si ça va changer grand-chose. J'ai juste dit, l'actu, c'est cool. Je vais vous parler d'actu avec 2 séries que je regarde actuellement et que je vous conseille d'aller voir, notamment The Days, qui est une série que vous pourrez retrouver sur Netflix, qui est vraiment une série presque documentaire sur la catastrophe de Fukushima. On reste dans des trucs très positifs. Hein. Ben, Pour ceux bien qui ne sûr. se souviennent pas, mais Fukushima, c'est quand même une centrale nucléaire qui a été construite sur la mer, dans un pays qui est sensible au tsunami, voilà, et qui était... et des au séismes, etc. Ouais, des séismes et tout. Enfin, voilà. Donc, toutes les choses super pour avoir du nucléaire. Yeah. Et donc, en 2011, il y a eu un accident dans cette centrale nucléaire qui a 4 réacteurs et 4 unités de production. Comment ça fonctionne, une centrale nucléaire? Est-ce que tu sais comment fonctionne une centrale nucléaire? Ish, mais Ok. ouais, jusqu'à un certain point, il faut que ça reste frais parce que sinon ça chauffe et là, ben, c'est ça qui arrive en général. En fait, une centrale nucléaire, c'est rien de plus qu'une turbine dans laquelle on soufflerait, par exemple. Et donc, c'est le fait que cette turbine tourne qui produit de l'électricité comme vous auriez sur votre vélo ou comme une éolienne. Seulement, pour faire tourner cette turbine, on va utiliser de la vapeur d'eau qu'on va faire chauffer non pas avec du gaz ou du charbon ou du pétrole comme on le fait dans les centrales qu'on appelle thermiques, mais là on va plutôt utiliser une réaction nucléaire, on va bombarder un matériel nucléaire, ça peut être de l'uranium 235 ou du plutonium. Et en gros, on va en bombardant ça, on va faire ce qu'on appelle la fission, et en fait on va fracturer notre matière, et cette fracturation va produire de la chaleur, etc. Mais comme c'est quelque chose qui est assez brutal sur la matière, il faut pouvoir contrôler un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme ça que le soleil fonctionne. Eh ben, le soleil, c'est chaud. Et ça, on veut pas que ce soit comme ça ici, quoi. Le soleil, c'est un procédé qui s'appelle la fusion nucléaire, donc qui en gros refond des atomes dans des atomes et qui reste perpétuellement, normalement perpétuellement, enfin voilà, plus ou moins action. perpétuellement. Mais en gros, c'est chaud. Et en gros, là, ce qui se passe dans une centrale nucléaire, c'est que pourquoi les centrales nucléaires sont construites près des fleuves ou près de la mer, c'est qu'il faut de l'eau pour refroidir et il faut des barres de graphène, de carbone ou de graphite. Un matériau qui permet de stopper la réaction nucléaire quand on les remet. C'est-à-dire quand tu mets ces barres, ça neutralise la réaction nucléaire et ça permet d'être safe.
il se passe là en 2011 un énorme séisme, suivi d'un tsunami, et en gros, l'unité est endommagée. Et ce que raconte la série qui est très bien faite, je vous spoile pas parce que vous connaissez l'histoire, hein, le Japon n'a pas explosé, un tiers du Japon n'est pas inhabitable, donc ça veut dire que ils ont géré. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que la centrale, après cette chose-là, eh bien, n'a plus été alimentée en électricité, parce qu'une centrale, ça produit de l'électricité. Mais pour l'administration de la centrale, ça demande un petit peu d'électricité. Pour être sûr que, justement, on puisse remonter les barres, les baisser, etc. S'arranger pour que les piscines d'eau qui permettent de filtrer la réaction nucléaire aussi ne soient pas directement vides. Tu vois, parce que si elles deviennent vides, le réacteur peut fondre, etc. Donc, c'est vraiment compliqué, une centrale nucléaire. Et vous verrez à travers cette série, si vous la regardez, il y a 8 épisodes. Il faut s'habituer au rythme. En tant que... j'allais dire occidentaux, Amérique du Nord, européens, il y a certains styles de séries qui viennent de pays d'Asie, par exemple. Après, on commence à être habitué avec la Corée du Sud à avoir plus de séries, tu vois. Mais le style japonais, c'est aussi un style, des fois, plus lent, plus posé. Et il faut s'habituer un petit peu à ça pour découvrir la série. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment un petit peu la gestion nucléaire de ce que c'est qu'une centrale. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vous invite donc à regarder cette série, qui est vraiment bien, qui est un peu dans la droite ligne d'une autre série qui était Tchernobyl, qui était sur la catastrophe. De toute façon, des catastrophes nucléaires, il y en a eu trois immenses. Tchernobyl, Three Mile Island, qui, pour moi, il est presque la pire. Mais là aussi, il y a un documentaire Netflix, si jamais vous voulez faire une soirée déprime. Une soirée centrale nucléaire, tu vois, une soirée qui te revitamine. Three Mile Island et du coup Fukushima. Et ça apparaît toujours à peu près à 10 ans d'intervalle. Hein. Donc, voilà. Je ne dis... On n'en a pas encore eu en 2000. Il y a la guerre en Ukraine. Ah oui, non, mais là, il y a effectivement, là, il y a la centrale de Zaporizhzhia qui pourrait très bien prendre un coup. Assez d'eau. Ouais, et puis qui pourrait prendre un coup au but, tu vois, genre un missile ou quoi que ce soit. Et là, c'est la catastrophe, tu vois. Ce serait vraiment la catastrophe parce que la centrale de Zaporizhzhia est refroidie par le Nièvre, il me semble. Et qui se jette directement dans la Méditerranée. Et en fait, en gros, ça veut dire... voilà. Ça veut dire beaucoup de catastrophes. Bref. Not good. Bref, donc, je vous conseille The Days. Elle est vraiment bien, cette série. La seconde série que je vous conseille, c'est pas du docu. Ça s'appelle Abyss en français, mais c'est The Swarms en anglais. Ouais, Swarm. The Swarm. Ouais, The Swarm. Et c'est une série vraiment intéressante, surtout qu'elle fait un peu écho à l'actualité. Vous avez peut-être entendu parler de ça, on n'en a pas parlé dans l'émission, on aurait très bien pu. C'est, il y a des cétacés, des orques, qui se mettent dans le sud de la Méditerranée, au niveau du détroit de Gibraltar, à attaquer des bateaux. Les orques se mettent à attaquer des bateaux. Alors, I love it. Moi, il y a un truc... Non, mais je veux dire, comme c'est genre l'image de genre la nature prend... Tu sais, comme... Il y a un sous-courant de films d'horreur drôles où c'est la nature qui prend le devant, le dessus, et c'est complètement stupide la plupart du temps. Mais là, c'est genre ça, mais dans la vraie vie, où t'as une baleine qui vient tabasser, right? Like, c'est exactement ça. I love that part. Mais la raison pour laquelle ça se passe, c'est évidemment pas drôle. Non, et puis surtout, il va peut-être y avoir des conséquences pour des embarcations de personnes qui essaient de traverser la Méditerranée. Et ça me fait peur, tu vois. En me disant, les réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient la misère, etc., ils vont peut-être passer les gardes-côtes italiens, puis ils vont se manger un orque et ils vont tous mourir. Passe les gardes-côtes. Wow, là. Donc, voilà. Cette série Abyss, elle est vraiment intéressante. C'est un peu c'est une bataille entre l'océan et les humains. Avec toutes les formes que ça peut prendre. C'est une série internationale. On va aller au Canada, à Vancouver, notamment avec un jeune qui est issu d'une Première Nation, donc un autochtone qui est spécialiste du chant des baleines. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, d'aller les suivre et tout, tu vois. Et en fait, on se rend compte que les baleines se rebellent contre les humains, les méduses, plein de choses, des vers des sables, enfin, vraiment énormément de choses. Allez regarder cette série. J'en suis qu'à l'épisode 3, je pense. Je vais regarder la suite, je pense, ce week-end. Et la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que c'est vraiment fou. C'est vraiment nice. Je vous conseille ces 2 séries que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Après, je regarde plein d'autres trucs, mais j'aurais pu parler de Silo aussi, mais voilà. C'est mes 2 séries du moment, là, actuellement. Nice. Moi, je recommande Ancient Aliens. Merci, je vais dire à chaque épisode. Je te propose de passer aux bonnes nouvelles.
rejeter. Non, je suis carrément d'accord. Non, c'est correct, t'as le droit de rejeter. Non, je rejette pas. Un jour, je regarderai quand j'aurai le temps, mais... Donc. Non, mais si, non, mais pas tout de suite. Je vais bientôt être en vacances, peut-être. Quand je serai rentré dans mon pays, j'aurai peut-être un peu de temps pour regarder ça. Gaspiller. Je vais gaspiller mon temps. Parfait. Donc, les bonnes nouvelles. La première est tellement aléatoire. Je sais, j'ai pas de mot. Random, c'est le seul mot, dans le sens que on s'y attend pas. Et, genre, il n'y a pas vraiment de contexte de pourquoi. Non. Arnold Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui a un parcours, vous le savez, vraiment atypique. C'est un immigrant autrichien qui débarque aux États-Unis au moment des années 70, guerre du Vietnam, enfin tu vois, qui est dans un trou, et il l'explique très bien. Il sort un nouveau documentaire qui s'appelle Arnold, et dans ce documentaire, il raconte plein de choses intéressantes, donc son parcours d'immigrant, etc. Mais il dit notamment une chose super importante. Ouais. Ne m'appelez pas self-made man. En gros, Arnold Schwarzenegger, je me demande s'il n'a pas un livre de Pierre Bourdieu dans sa table de chevet, parce que Arnold Schwarzenegger est en train d'expliquer qu'il y a un mythe autour du self-made man et que c'est l'environnement que lui a eu qui lui a permis de faire les choses qu'il a faites. Ben, c'est toutes les personnes qui l'ont aidé à travers son parcours. Il n'y a personne qui fait les choses tout seul. Et il a dit aussi, une famille aimante et qui t'accompagne dans ton parcours, c'est une des choses qui va contribuer le plus à ta réussite, à toi. Mais du coup, est-ce que tu peux vraiment être un self-made man, puisque ta famille contribue, ton environnement contribue, et lui, c'est énorme parce qu'il le décrit. Et donc, on n'aime pas Arnold Schwarzenegger pour plein d'autres raisons. Hein. Voilà, il a été sénateur républicain, il a fait de la trash, mais là, il a aussi fait de l'écologie pendant qu'il était là. Quand il y en a plein d'autres, il était du côté, on va dire, plus gauche. Il n'y a pas vraiment de gauche aux États-Unis. Qui n'en parlait pas. Ouais, exactement. So, non. Il a un arc on appelle ça un arc de rédemption. Oui, c'est un méchant dans le début, tu vois, et qui devient gentil. C'est un peu l'histoire de Terminator où il devient cool, tu vois. C'est vraiment ça. Et après, j'ai été vraiment épaté de cette citation de sa part parce que après The Game Changer, qui était le documentaire sur les sportifs qui ont décidé de changer leur alimentation pour devenir végan et qui du coup avaient augmenté leur performance. Et lui, dans l'introduction du documentaire, qui est produit par lui, par Lewis Hamilton, par Novak Djokovic, James Cameron et Jackie Chan, donc des gens un petit peu connus et qui ont que des mecs blancs. Hein, bah oui. Ça c'est problématique, mais on pourrait dire d'autres choses. D'ailleurs, c'est pas souvent qu'on dit beaucoup de trucs cool de mecs blancs. D'ailleurs, donc pour Arnold, c'est déjà pas mal, tu vois. Et en gros, dans The Game Changer, il avait déjà quand même pas mal changé les choses en reconnaissant que la viande était un marketing plus qu'une nécessité pour l'humain. Et du coup, ça, c'était vraiment un truc de malade, tu vois. Et là, il continue avec Arnold en démontant le mythe du self-made man, chose qu'on peut trouver vraiment, vraiment intéressante. Oui, surtout quelqu'un qui pourrait facilement vivre du mythe de la méritocratie. Exact. Dire non. Il y a cette géante liste de gens qui m'ont aidé et qui ont rendu possible qui est ce que je suis. En plus de la chance, là, mais So, quand vous voyez des choses comme les Kardashians sont des self-made businesswomen, oh my God. Genre, oui, sure, il y a juste comme, tu sais, tous les millions en arrière, puis toutes les personnes qui ont travaillé. Quelqu'un m'a demandé à propos d'une recommandation pour écrire Ancient Aliens. OK. C'est vrai? OK. Excuse me. Personne n'a demandé pour mes séries, moi. Mais toi, t'as une présentation. Oui, non, c'est vrai, toi, t'as juste sorti ça random. Il nous reste 1 minute pour faire la deuxième. Voilà. Donc, c'est ton coin. Mon Dieu, Estevel. Estevel, c'est le village. J'y allais à vélo, je montais sur le terri d'Estevel. J'adore cette ville. OK. Il n'y a pas grand-chose, il y a une ancienne cimenterie. C'est juste nice. C'est même pas nice, en fait, c'est un paysage industriel et tout. C'est juste que c'est attaché émotionnellement à moi, tu vois. OK. Donc, quand j'ai vu la news tomber, j'ai fait « Oh, trop cool !» Et en fait, pour la première fois en France, monsieur le maire d'Estevel est devenu Madame la maire d'Estevel pendant son mandat. Donc, à 63 ans, on a donc le maire qui a décidé d'officialiser son changement d'identité de genre. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est la première fois en France où ça arrive. Il y a du coup 2 maires transgenres en France. Les 2 sont dans les Hauts-de-France, le nord de la France, là d'où je viens. Donc je suis assez content, tu vois, c'est nice. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avant qu'on conclue cette première partie d'émission, c'est que la maire du village l'a annoncé en conseil municipal et a tout de suite demandé un vote de confiance en disant aux conseillers municipaux voilà qui je suis, voilà mon identité, ma nouvelle identité officielle. J'ai besoin de votre confiance pour continuer à leader, à diriger cette commune. Êtes-vous OK ?
Et ils ont majoritairement voté pour. 14 sur 18 ont dit yes, sure. Et 4 se sont abstenus, qui veut dire mais en fait, c'est ton identité, on s'en fout, tu vois. Ouais, on fait la job, c'est tout. Voilà. Et une chose intéressante, c'est que ça a été aussi beaucoup soutenu par la population, Yeah. de gens qui comprennent. Cool. Et la citation qu'on peut retenir un petit peu de la mère, c'est c'était ça ou le suicide. Ouais. Puis, genre, je me travestissais en homme à ce point-ci. Yeah. Je suis une femme. Yeah. Ça, j'aimerais pouvoir l'être dans d'autres aspects de ma vie. Exact. Et there you go. Yes. Ça, Ça, c'est cool. c'est vraiment C'est une bonne vraiment nouvelle. cool. C'est apparu au mois d'avril. Bon, ben, bonne première partie d'émission. Hein. I think so. Ouais. Ouais. On va faire une petite pause de 7-8 minutes, le temps de tout installer, puis on va retrouver elle, Peters, qui est la présidente du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse, nouvellement élue, avec qui on va parler, on va apprendre à se connaître, puis on va vous permettre aussi, jeunes et moins jeunes de la Nouvelle-Écosse, aussi de découvrir elle. À bientôt. À toutes.